Les types de sol, on utilise ça. Une tarière en aluminium, qui permet de descendre à 1 mètre, 1 mètre 20. Et on prélève des carottes de sol, parce qu'on va pouvoir tomber au fond. Attention. L'inconvénient, c'est que quand je prélève avec ça, je comprime. Je comprime mon sol, enfin plus ou moins. Donc le sol au fond, il est plus mou, plus humide évidemment, et plus limoneux. C'est pas argileux parce qu'on peut pas vraiment faire un boudin avec. C'est pas, ça serait de l'argile, on arrive à faire un anneau, un boudin. Il y a peut-être une petite proportion d'argile. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10% d'argile, mais les deux éléments majoritaires sont des sables et des limons. Donc grosso modo, tout ce qui est supérieur à 2 mm, c'est pas de la terre. C'est des cailloutis, des galets, des choses qui rentrent pas en lieu de compte dans le classement des sols. En dessous de 2 mm, on descend jusqu'à les particules les plus fines qui font 50 microns, c'est-à-dire 0,005 mm. Et donc ces particules qui font moins de 50 microns sont des particules très très fines, qu'on appelle les argiles de façon commune. Et donc les argiles, c'est plutôt des structures très très fines, feuillées à base principalement de silicate d'alumine. Et donc c'est ces particules les plus fines qui sont très collantes et très fertiles si elles se fixent avec des matières organiques pour faire complexe argilomique, comme on appelle ça. Donc en dessous là, bon, le sol est plus frais, on sent qu'il est encore riche en eau. Il est un peu argileux, mais ce qui prédomine c'est les limons. Donc les limons c'est des particules plus grosses qui font jusqu'à 100 ou 150 microns. Et les limons c'est un peu un toucher talqueux, soyeux. Par contre les limons, tout au moins les plus gros, n'ont pas la capacité de retenir, de faire du complexe humus sur la longue durée, faire du sol, quoi. Pour l'instant, après connaissance qu'on a, c'est les limons fins plus les argiles qui fixent de la matière organique pour faire du complexe de sol et redistribuer de la fertilité organique sur une génération. C'est-à-dire que quand on crée un sol, bon, il faut quelques dizaines ou centaines d'années pour qu'il se crée. C'est la rencontre entre du minéral. Dans un désert, on n'a que du minéral. On a des cailloux, du sable, de la poussière. Alors de différentes natures, hein, ça peut être quartzeux, siliceux, ça peut même être calcaire. Mais on n'a pas un poil de matière organique. En fait, le sol il s'est créé au départ de la végétation spontanée qui pousse et qui laisse une litière au sol. Et c'est le contact entre la litière et la dégradation de la roche-mère qui crée un complexe entre minéraux et organiques. Donc souvent on parle du complexe argilo-humique, mais c'est pas simplement ça. Souvent ça peut être aussi des limons. Et l'avantage de ce complexe, qui va pouvoir garder ou protéger les matières organiques sur une longue durée. Donc cette longue durée, ça va pouvoir être 10 ans, ça va pouvoir être 30 ans, ou même 50 ans. Et donc il va retarder la décomposition des matières organiques. Parce que sur cette terre, toutes les matières organiques, à l'échelle d'une vie, alors, la vie d'une mouche ou la vie d'un homme ou la vie d'un éléphant, le final c'est la dégradation de la matière organique. On va tous retourner en poussière sous forme décomposition des matières organiques, donc on va repartir en minéraux et puis en différents composés organiques dans le sol. Et en fait les principaux moteurs de cette décomposition sont les microbes. Les microbes étant les premiers organismes vivants qui ont colonisé les milieux terrestres avant même les plantes. Et après les plantes sont sorties des milieux aquatiques, ont réussi à coloniser le milieu terrestre, à faire des racines et à tirer profit du sol, enfin en tant que sol, complexe argilo-humique, et à accumuler du carbone en quantité importante. Donc à faire de l'humus dans le sol et à enrichir le sol en humus. Et donc plus le sol était riche en humus,
plus le sol était apte à garder de l'humidité et à augmenter la richesse pour d'autres plantes. Donc du coup, le milieu qui était peu fertile devenait de plus en plus fertile, au fur et à mesure qu'il y avait du retour d'humus dans le sol et de la transformation par les micro-organismes ou par les vers de terre ou par d'autres organismes dans le sol. Mais si on y réfléchit bien, sur notre planète, s'il n'y avait pas eu le vivant, on serait toujours avec des minéraux dans le sol, donc des silicates, des phosphates, différents minéraux dans le sol, et le carbone il serait uniquement dans l'atmosphère, comme sur Mars. Sur Mars, le seul carbone qui existe, c'est le carbone qu'il y a dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et c'est bien le vivant qui a fixé ce carbone dans le sol. Donc nous, sur Terre, ça a commencé dans la mer, puisque au départ, les êtres vivants n'étaient que dans la mer, donc ils ont accumulé du carbone dans des organismes marins, puis après ça s'est accumulé dans des sédiments, et ces sédiments sont devenus des roches calcaires. Donc tous les carbonates qu'il y a dans les roches calcaires, c'est grâce au vivant. C'est très très vieux, c'est très très ancien. Après, il y a aussi les forêts primaires de la préhistoire et avant qui ont donné le charbon, le pétrole et tout ça. Et puis la matière organique qui s'est accumulée, qui peut être ancienne. Il y a des humus qui ont plus de 1000 ou 2000 ans. Et puis il y a des humus qui sont très récents et qui ont quelques dizaines d'années seulement. La difficulté actuellement, c'est que cette matière organique, surtout dans les champs cultivés, parfois est réduite, quoi. C'est que les pratiques agricoles ont fait qu'on a beaucoup travaillé le sol, beaucoup tiré du sol, mais pas assez restitué. Et donc certains sols agricoles sont en problème ou en souffrance parce qu'ils n'ont plus assez de matière organique. Donc ils sont beaucoup plus sensibles aux aléas climatiques. Il suffit qu'il pleuve un peu violemment et le sol est complètement glacé, complètement fermé. Voire qu'il y a un peu de pente et comme le sol ne se tient plus, il part, il coule et on a de l'érosion. Donc ça c'est pas ce qui est plus souhaitable. Donc en fait ici avec le test à la bêche, on sort un bloc de sol et on regarde l'état de surface. Bon l'état de surface ici il est assez protégé parce qu'il y a toujours un paillage. Mais le problème c'est que c'est assez poussiéreux. En fait, dans l'état de surface, ce qu'il faut regarder, c'est si le sol est glacé, croûté, lisse. Et ce côté glacé, croûté est embêtant parce qu'il empêche tous les échanges gazeux entre en dessous et au-dessus. Et le sol qui fonctionne, il a besoin d'avoir une respiration au moins sur 20 cm. Parce que en fait, la matière organique qui est dans le sol, elle se transforme sous l'action de la température et de l'humidité. Chaque printemps, chaque été, la matière organique se dégrade sous l'action de certains micro-organismes. Mais ces micro-organismes, ils sont faits pour travailler dans un milieu aéré, enfin aérobie. Alors pas hyper aéré, mais quand même aéré. Et donc quand on a des stagnations d'eau, de l'eau qui stagne, qui n'arrive pas à circuler, ou quand on a un sol qui est tassé et qu'on n'a plus cette circulation d'air, l'activité microbienne ou l'activité biologique s'arrête. Ou est largement réduite, et pas complètement arrêtée, mais on fonctionne à vitesse très très réduite. Donc en fait les plantes quand elles poussent, elles vont essayer de développer leur système racinaire dans les 3 dimensions pour pouvoir coloniser tous les agrégats de sol. Donc un agrégat de sol c'est une toute petite motte, un tout petit morceau de sol. Donc en général quand on défait une motte on a plein de petits agrégats. Alors quand on a un sol qui est tassé on peut retrouver des agrégats qui sont très durs et très anguleux. Ça se voit plus dans les sols argileux et limoneux. Ici la dominante c'est quand même des sables. Donc les sables c'est toutes les particules qui font de 0,1 mm à 2 mm. Alors le problème des sables c'est que c'est des trop grosses particules pour garder quelque chose ou fixer quelque chose. L'avantage quand on a des sols sableux c'est qu'ils drainent pas mal. Quand on met de l'eau ça circule. Ça communique bien l'eau. Les cailloux ou les petits grains de sable ça garde la chaleur. Donc au printemps, c'est des sols qui réchauffent plus vite. L'inconvénient, c'est que le garde-à-manger du sol ou la fertilité du sol avec le complexe argilo-humique, il n'y en a pas ou très peu. Et donc à chaque fois qu'on veut structurer le sol, à part faire pousser des plantes et restituer de l'organique, du compost ou des engrais verts, on ne peut pas faire sur le long terme dans les sols sableux. Il faut refaire, c'est une structure ou un entretien ou un amendement, une nourriture du sol qui est à refaire presque tous les ans. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'inertie dans le sol. Alors que dans un sol argileux, à la rigueur, on peut faire ça tous les 4 ans.
de restituer de l'organique ou de faire une fumure corrective, le sol le stocke et le déstockera. Alors certes, dans des sols argileux, il y a certains qui restituent plus ou moins bien, parce qu'il y a des argiles qui sont très fixantes et d'autres moins fixantes. Mais de façon générale, les sols argileux ont des beaucoup plus grandes réserves en eau et réserves en éléments minéraux. Ce qu'on regarde, donc si les racines passent dans le sol à tous les endroits, bon là on voit le sol est très grumeleux, il y a plein de racines. Est-ce que les racines sont coudées ou elles ont des déformations et parfois on a des blocs qui sont durs à franchir et on a des racines qui partent dans les fissures en arête de poisson. Ça fait une arête de poisson, mais à gauche, à droite, ça ne pénètre pas dans la motte. Et c'est dommage parce que la motte de sol qui n'est pas colonisée par une racine, il y aura pas, la plante ne va pas aller chercher les ions phosphate ou les ions soufre ou les ions dont elle a besoin par défaut de colonisation par la racine, quoi. Voilà, donc au fond, on a quelque chose qui est moins colonisé par les racines, plus sableux. Et puis tout au fond, on a un limon qui est plus jaune. Voilà. Il y a encore pas mal de cailloux, hein. Alors tout ce sol-là, il contient des calcaires. Il contient des calcaires. La version. Donc l'idée c'est de vérifier si mon sol il contient du calcaire parce que ça donne une propriété particulière au sol. Donc si je mets un peu d'acide fort sur mon sol, il se met à mousser. Après, le problème c'est qu'il est à peu sec mon sol, donc il mousse. Faut que je fasse gaffe à pas m'en mettre trop sur les mains parce que ça bouffe. C'est un acide fort, c'est pas du jus de citron et c'est pas du vinaigre, c'est vraiment de l'acide chlorhydrique, tout comme l'acide sulfurique qu'on trouve dans les batteries. L'avantage de prendre un acide fort, c'est que tout de suite on a une réaction. Et ça montre donc qu'il y a de présence de calcaire, de carbonate. Et ces carbonates sont très utiles parce que à chaque fois qu'il y a une plante qui pousse, où il y a des microbes qui décomposent des matières organiques, cette activité d'exploration du sol par les racines ou cette activité de décomposition des matières organiques, ça génère de l'acidité. À deux niveaux, parce que les racines des plantes ça respire, parce que les microbes y respirent, donc que ce soit les racines des plantes ou les microbes, ils dégagent du gaz carbonique, donc ils dégagent une certaine acidité. Et puis les plantes dégagent aussi des acides organiques dans le sol, donc ils libèrent des petites molécules organiques, des butyrates, des propionates, enfin des petits acides organiques dans le sol. Et ça sert à nourrir certains microbes du sol. L'inconvénient, c'est que quand il y en a trop, ça acidifie le sol. Et l'acidification du sol, c'est quelque chose de cumulatif et au bout de 1, 2 ou 3 années, si on n'a pas présence de ces carbonates, le pH du sol a tendance à devenir de plus en plus bas. Donc l'acidité augmente. Et les bonnes bactéries qui transforment les matières organiques dans le sol, elles fonctionnent à plein régime autour de la neutralité. Donc à pH 6,5, 7,5. Mais elles fonctionnent nettement moins bien à pH 5 ou 5,5. Les bactéries qui dégradent les pailles, par exemple, elles fonctionnent 1000 fois moins vite ou elles se divisent 1000 fois moins vite à pH 5,5 qu'à pH 7. Donc il faut, dans tous les terrains agricoles, si on peut, rester autour de la neutralité, voire être légèrement acide, 6,2, 6,5. C'est plus favorable aux champignons qu'aux bactéries. Mais il faut, disons, naviguer entre 6 et 7. Parfois on peut être à 8 quand il y a vraiment beaucoup de calcaire. L'inconvénient c'est que plus on monte à 8 et 8,5, plus on peut avoir des phénomènes de blocage de certains éléments. Certains éléments minéraux du sol ne sont pas bien captés par les plantes parce que retenus par l'excès de calcaire. Donc les racines qu'on regarde, on regarde l'évolution des matières organiques, les pailles. Bon, après les pailles, j'en ai pas vraiment beaucoup comme dans une parcelle agricole. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'il y a des pailles qui sont restituées, donc des tiges, des feuilles, des plantes, quand elles sont mises au contact du sol, mélangées avec le sol dans les premiers centimètres, il y a une dégradation par les bactéries.
Et normalement ça va repartir au fur et à mesure, soit en nourriture pour les plantes à court terme, soit en humus. Pour que ça puisse bien se faire, il faut qu'il y ait un bon contact entre ces pailles et le milieu, le sol. Donc c'est pour ça que quand on a des couverts végétaux et qu'on les broie, on les réduit en plusieurs fins morceaux, il y a un contact avec le sol plus important et donc la dégradation est plus efficace et plus rapide. Et donc ces matières organiques, elles peuvent évoluer pour se dégrader en poussière noire, donner de l'humus. Et quand ça se passe pas bien, elle se dégrade pas en poussière noire, elle se met à pourrir. Elle se met à pourrir souvent parce que le sol, à certains endroits, à 20 cm ou 30 cm de profondeur, on peut avoir des stagnations d'eau, des tassements, une mauvaise circulation de l'eau. Et donc quand l'eau circule pas et qu'elle stagne et qu'il y a des trop grandes quantités d'eau, c'est la piscine, le milieu il fonctionne plus, les bons microbes ils ont plus assez d'oxygène. Et le sol devient soit bleu, soit gris, un peu comme un glais dans des zones inondables. Et parfois, quand on a une alternance de moments où ça baigne dans l'eau et ça se réoxygène quand même au printemps, on peut avoir, mais on ne l'a pas ici, dans le sol des taches de rouille. Donc à 30 ou à 25 cm, on peut avoir un sol avec plein de petites taches de rouille. En fait, c'est le fer, le sol contient du fer en quantité quand même. Le fer se met à rouiller. Bon, ici, on n'a pas trop ça. On peut quand même douter parfois avec les ponctuations noires, parce que parfois, les ponctuations noires, on peut se poser la question si c'est du carbone, c'est-à-dire des restes organiques, ou si c'est de l'accumulation. En général, quand ça ressemble à des morceaux de charbon, c'est assez gros, c'est bien du carbone, c'est bien de l'organique. Si c'est des ponctuations noires petites, c'est le manganèse qui reprécipite quand il fait trop humide et trop gorgé d'eau. Bon, là on a un sol qui est vraiment très sableux, hein. On le sent, en dessous c'est un sableau limoneux, puis au-dessus c'est vraiment plus sableux. Donc c'est des sols qui drainent, il y a une circulation d'eau qui est rapide quand même, ça stagne pas trop. Donc ce qu'on peut regarder, c'est la couleur et l'odeur. Donc un sol normalement c'est brun, voire un peu jaune s'il est très calcaire, voire comment un peu plus gris, mais jamais gris bleuté et jamais un sol qui est complètement bleu. C'est plus un sol, c'est un marécage, quoi. Un marécage, on peut pas faire pousser des plantes ou alors on est dans des conditions très spéciales de manque d'air. Parce que dans un marécage, qu'est-ce qui se passe? La matière organique se décompose dans une piscine, enfin dans un lieu toujours baignant dans l'eau. Et la matière organique, au lieu de se transformer en humus, elle s'accumule et s'accumule. Alors ce qu'on peut avoir dans une tourbière, les végétaux s'accumulent mais ne se transforment pas en humus et deviennent inertes. Et après on récupère de la tourbe, mais la tourbe n'apporte pas de fertilité au sol. Elle apporte un peu le côté éponge, ça tient de l'eau, mais ça ne va pas se remettre à minéraliser ni maintenant ni dans 20 ans. Et si la terre est orange? Alors si la terre est en orange, ça peut être le fer. Le fer, il y a beaucoup de fer dans le sol. Et ça peut être calcaire, parce qu'il y a aussi les sols qui sont jaune-orange, comme on a les Leusses, hein, ici dans le département. Quand on creuse en profondeur dans les bonnes terres, on a un côté jaune-orange. En fait, c'est beaucoup de particules calcaires. C'est des carbonates de calcium et de magnésium qui se sont accumulés. Donc ce sont des sols qui sont très riches en minéraux, mais qui ne sont pas organiques. Mais c'est ce qui fait la richesse, ce qui a fait la richesse de l'Alsace, c'est ces sols ocre jaune. Mais en fait, ces sols-là, ils sont assez récents, puisque ils datent de l'époque de la dernière glaciation. Ils datent d'il y a 15 à 20 000 ans. Alors que les sols du Rhin, ou tous les sols caillouteux, ou là, les sols limoneux-sableux, ils sont issus de dégradation de roches et de pierres qui peuvent avoir 100 000 ans parfois, ou 150 000 ans. Alors que dans le département, ici, on a beaucoup de limons calcaires leuciques. À la dernière glaciation, il y avait des vents très très forts, très violents, du style 150-170 km/h.
avec des vents glaciales, enfin c'était la période de glaciation. Et ça arrachait des particules à certains endroits et ça les redéposait à d'autres endroits. Et ça a redéposé tellement fortement et sur une longue période que sur des siècles, ça a déposé 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 25 mètres de l'os. Donc ça donnait des sols à très grande réserve minérale et à très grand stockage en eau. Bon, après, le fait de le cultiver par-dessus, ça a rajouté un peu d'humus, de matière organique. Mais si ces sols-là sont bien cultivés, on peut cultiver toutes les cultures, quoi. Enfin, il suffit de bien réussir les opérations de préparation de sol et d'implantation des cultures. Par contre, dans des sols où il y a des alluvions qui proviennent de rivières, c'est les rivières qui ont charrié différents matériaux, et ben on a souvent beaucoup de cailloux, beaucoup de sable, des dépôts de limon, enfin de différentes vases qui sont venus, mais avec souvent beaucoup de limon grossier et peu de matière organique. Voilà, donc au niveau de l'épaisseur du sol, là, on a quand même plus d'un mètre, 1,50 m de sol, avec pas mal de gravats, on va dire, ou de choses accumulées sur les 50 premiers centimètres, et puis un limon plus calcaire en bas, sûr qu'il ne tombe pas dedans. Prendre le fond. Alors après, il fait quand même assez chaud en ce moment. Donc là, on est à 1,20 m. Je le trouve. Mais le sol, il est plus humide. Prenez et vous le défaisez. Au fond. Ça fait un petit peu de pâte à modeler. Oui, et puis c'est assez gras. Ça fait un peu comme du beurre. Hein. Donc on sent le côté plus limoneux et plus calcaire au fond. On n'a pas en surface. En surface, c'est plus organique et plus sableux. Plutôt limoneux. Oh, bien. Alors, même à cette profondeur-là, on trouve des bouts de briques, hein, pour dire que l'homme a tout de même rapporté des choses. Mais donc, comme c'est plus limoneux en profondeur, on a, une fois que les racines descendent à 1 mètre, on a une réserve en eau atteignable qui garde plus l'eau que le sol de surface. Puis là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas un lit de cailloux qui bloque. On peut descendre. Il y a des endroits en plaine. À 50 cm, on bloque sur un lit de cailloux, puis on a des cailloux sur 50 cm d'épaisseur et c'est fini. On fait plus rien. On a déjà une bouteille de, par exemple, les vers de terre, ils peuvent pas se balader de haut en bas, quand il y a des cailloux, des problèmes comme ça, c'est ça? Les vers de terre, ben, soit ils passent à côté entre les cailloux. Ce qu'ils n'aiment pas les vers de terre, c'est quand il y a une remontée de nappe. Parce que le problème en plaine, c'est que dans les lits de cailloux, l'eau de la nappe phréatique elle remonte. Donc en hiver, elle peut même affleurer, c'est-à-dire on la trouve à 20 cm ou 50 cm, et puis en été, la nappe s'abaisse et la nappe descend à 1,50 m, 2 m. Et quand on fait un trou à la pelleteuse au printemps, parfois, ben, 50 premiers centimètres ça va, puis après on creuse, et puis 5 minutes après, ça se remplit d'eau, c'est la baignoire. C'est la nappe phréatique. Et en fait, en Alsace, tout au moins en centre-plaine, la nappe phréatique est très puissante puisqu'il y a beaucoup de volume d'eau qui avance. La nappe, elle avance de quelques dizaines de centimètres par jour. Et elle vient de Bâle et elle va nous descendre jusqu'à Lauterbourg. Sauf sur les collines vosgiennes, ici sur le Korsberg où il n'y a pas de nappe. Ou alors c'est des nappes locales perchées. Voilà. Donc le système de permaculture, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une protection du sol par rapport au côté contraignant ou agressif des pluies. Parce que les pluies, quand elles tombent avec une certaine force et elles abîment le sol. Quand le sol n'est pas très résistant, elles le glacent. Donc
Le paillage ou les plantes de façon générale apportent une protection contre ces effets assez agressifs des précipitations. Le paillage garde l'humidité, il garde l'humidité plus longtemps, et puis il apporte une certaine régulation du sol en température, parce qu'un sol qui fonctionne bien en organique, à partir de transformation des matières organiques, il y a une plage de température au-dessus de laquelle il ne faut pas trop qu'il monte. Dès que ça dépasse 30 degrés dans le sol, ça surchauffe. Alors le problème c'est quand ça surchauffe, qu'on monte à 30 degrés ou 35 degrés dans un sol, les bonnes bactéries s'arrêtent ou crèvent momentanément, et puis les mauvaises viennent s'installer. Les fusariums, les pythium, les pathogènes, il y a de la place, l'habitant de base n'est plus là. Sinon, pour booster le sol en termes de fertilité organique, donc vous avez apporté du compost, c'est une source organique. Les engrais verts, c'est-à-dire faire pousser des plantes et restituer les parties aériennes et les racines dans la parcelle, c'est une autre façon de booster la fertilité. Après, quand on investit dans l'agriculture uniquement organique, où il n'y a pas d'engrais minéraux de synthèse rapportés, ça veut dire entretenir le sol régulièrement, enfin se poser la question qu'est-ce qu'on lui restitue. Et c'est des effets cumulatifs, c'est à la fois les matières organiques qu'on a apportées il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, et celles de cette année, qui vont déstocker le vieil humus, l'humus un peu plus jeune, les matières organiques transitoires, la dégradation des résidus de végétaux de l'an dernier, tout ça, ça va se cumuler. Donc le problème c'est qu'avec l'organique, si on n'a pas capitalisé beaucoup au départ, si on part de rien, on part d'un sol qui est labouré depuis tout le temps, il n'y a plus d'élevage depuis 10 ou 20 ans, le niveau organique est descendu, tout est très très bas, et pour remonter le fonctionnement du sol, il faudra 5, 10 ou 15 ans. Donc parfois la conversion à l'agriculture biologique sur certains terrains, ça peut être difficile. Bon, pour le booster ou pour l'améliorer ou accélérer les processus, donc on peut ramener du compost, mais après la question c'est quel type de compost, et le compost ça va ramener plutôt de l'humus et moins de l'activité de dégradation des matières organiques à court terme, à moins de commander un compost spécial qui est fortement fermentaire, pas trop avancé. Et puis on peut faire des engrais verts, donc à chaque fois qu'on a la possibilité de faire pousser une plante, on a la culture principale, et puis si on peut avoir une plante compagne ou une culture intermédiaire derrière, une deuxième culture, on restitue au sol, on broie et on restitue au sol le surplus, enfin cet engrais vert. Parce qu'à partir de la philosophie, ça devrait être, à partir du moment où j'ai un peu de rayon de soleil, on a un peu de température, je peux faire pousser une plante, il faudrait faire pousser une plante. Même si c'est en plein hiver, à la rigueur, même si c'est une plante qui pousse l'hiver et que j'ai l'après-midi quelques degrés, j'ai 6, 7, 8, 9 degrés, de pouvoir avoir une plante d'hiver qui fasse de la photosynthèse, qui fabrique des sucres et qui stocke en février et mars, c'est un gain si ça rentre dans un système de succession de cultures où j'ai normalement une seule culture principale, et puis après le sol il est nu, où j'ai un peu de paille que je déchaume, et puis mon sol n'a pas d'activité de plantes actives pendant plusieurs mois. Je ferai passer aussi un papier sur biologie de la compaction qui explique que finalement les sols les plus résistants et les plus grumeleux dans les agrégats, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité d'être les plus fertiles, c'est surtout des sols qui ont été peu travaillés. On a remué ou travaillé le sol sur le minimum possible. Après il faut voir les conditions, parfois on est obligé quand même de travailler sur une certaine profondeur, et qui ont eu la croissance de plantes la plus intensive possible. C'est-à-dire en fait à chaque fois qu'une plante pousse, elle fabrique de l'amidon et des sucres et des matières qui sont stockées dans les feuilles, dans les tiges, qui fabriquent les fruits, mais aussi qui vont vers les racines et qui vont être libérées dans le sol. Et donc ce qu'on sait peu, la chose sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est que dans toute la masse qui est produite par les plantes, donc tout cet amidon et cette masse fabriquée,
il y a 10, 15%, voire 20% de matières qui sont excrétées dans le sol. Elles sont libérées par les racines des plantes. Nous on appelle ça les exudats racinaires. Les scientifiques ils appellent ça la rhizodéposition, c'est-à-dire ce qui se dépose autour des racines. Et ça a sa grande importance parce que finalement c'est ce qui va nourrir les bactéries qui sont bénéfiques aux plantes. Pourquoi il y a ça alors? Enfin, si c'est quelque chose qui doit être utile, qui produit des fruits, pourquoi il y a 15-20% qui vont dans les racines? Parce que la plante, quand elle a besoin de faire ses constituants, de pousser, de fabriquer ses fruits ou ses tissus, elle se nourrit aussi d'éléments minéraux. Et les éléments minéraux qui sont les plus indispensables, ou enfin les éléments majeurs, hein, enfin vous les connaissez, c'est azote, phosphore, potasse, magnésie un peu. Et parfois la plante ne trouve pas en quantité suffisante, donc ça peut être un facteur limitant. Et au fil de l'évolution, les plantes elles ont développé des stratégies avec les microbes pour rendre plus disponibles ces éléments. Parce que les racines, mécaniquement, la racine c'est pas simplement un tuyau végétatif qui va dans le sol et puis comme une paille on pompe dans la solution du sol. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça. Si c'est que ça, on fait de l'hydroponie, on fait du goutte à goutte, on fait du biberonnage, de la culture sous perfusion. La plante, elle a développé des stratégies pour pouvoir, avec les bactéries et avec les champignons, aller beaucoup plus loin chercher les éléments minéraux. Donc moi, comme illustration, je parle du lion phosphate, qui est un ion qui est particulier parce qu'il est très peu mobile. L'ion phosphate, c'est si la plante ne passe pas à 1 ou 2 mm de l'ion phosphate il a beau être dans le sol, la plante ne va pas le chercher. Donc si la racine passe à 1 ou 2 mm de l'ion phosphate, elle le capture, elle l'absorbe, sinon elle n'y arrive pas. Donc la plante a souvent développé des stratégies avec les bactéries ou les champignons du sol. On parle souvent des mycorhizes, ce sont des champignons qui ont des filaments qui vont assez loin dans le sol. Et c'est les filaments des champignons qui vont chercher l'ion phosphate et qui le ramènent sur une dizaine de centimètres à proximité des racines de la plante. Donc le volume de sol exploré est nettement plus important. Alors la mycorhize, le champignon, donne l'ion phosphate à la plante et la plante, en récompense, enfin en échange, elle lui fournit des sucres. Elle lui fournit des sucres qui lui donnent l'énergie. Pour les bactéries du sol, c'est un peu pareil. Il y a des bactéries du sol qui font pas mal de coopération avec les plantes. Ils font des manchons organiques qu'on retrouve souvent dans les sols sableux autour des racines. Mais ça se fait parce que la plante libère tout de même pas mal de sucre dans le milieu. Alors sur certaines choses, ça peut être des quantités de sucre pour nourrir, et puis dans d'autres moments, ça peut être juste des molécules organiques, des acides aminés, des peptides ou des sucres, mais juste comme information. Donc actuellement, j'ai des agriculteurs qui testent des apports des microdoses de sucre, du style on apporte 10 grammes ou 100 grammes de sucre, juste pour, entre guillemets, pas stresser les plantes, mais leur donner une information qu'il va y avoir une agression par des champignons néfastes ou par des insectes, pour que la plante développe certaines facultés, renforce ses parois cellulaires ou puisse mieux se défendre par elle-même, ou développer des stratégies qui ralentissent l'arrivée des maladies. Mais bon, tout ça, ça demande pas mal de tests et de compléments. L'avantage, c'est que le sucre, ça coûte pas cher. Donc les agriculteurs sont bien contents de trouver des solutions où ils ne dépensent pas des dizaines d'euros à l'hectare à force de rapporter des produits pour lutter de façon directe, de façon curative contre des ravageurs ou des maladies. Donc les matières organiques dans le sol, c'est ce qui va, sous l'action de la chaleur et de la température, diffuser, dégrader des matières organiques et diffuser des éléments minéraux aux plantes présentes, ce qu'on appelle la minéralisation, et surtout ce qui va nourrir la plante en azote ou en soufre ou en différents éléments minéraux dans le sol. Et donc si on n'avait pas de sol, finalement les minéraux ils seraient peut-être de passage, mais la plante irait les chercher dans la solution du sol, mais la réserve serait vide. Au bout de 1 ou 2 semaines, la plante elle trouverait plus rien, elle se mettrait à crever.
Donc en fait, en chimie agricole classique, on parle souvent d'azote, de phosphore, de potasse, enfin de caler pour que la plante ne manque de rien. Alors souvent en Alsace, dans les analyses de sol, on trouve suffisamment ce qu'il faut en phosphore, en potasse ou en magnésium. Ce qui peut manquer un peu, c'est l'azote, mais c'est aussi lié au fort niveau de rendement qu'on a développé avec la génétique des plantes les 40 dernières années. Donc on complémente en azote avec de l'azote synthétique. L'enjeu, ce serait d'augmenter la quantité de matière organique dans le sol pour que le sol de lui-même, par la dégradation des matières organiques, fournisse de lui-même la quantité d'azote suffisante pour faire des rendements importants. C'est un mouvement d'agriculture qui s'appelle l'agriculture de conservation, qui essaye de développer une plus grande autonomie des parcelles agricoles à partir des matières organiques. Parce que quand on rapporte de l'ammonitrate ou un engrais de synthèse, c'est des procédés qui datent des années 1850, où on a de façon chimique pu capter une partie de l'azote gazeux. Quand on respire de l'air, 78% de ce qu'on respire, c'est de l'azote inerte, N2. Et c'est bien celui-là que les plantes ont besoin, mais sous forme de nitrate cette fois, ou d'azote absorbable, pour pouvoir faire la croissance des protéines, la croissance des plantes. Et quand on le fabrique de façon synthétique, donc c'est des procédés chimiques qui coûtent beaucoup d'énergie, du méthane, enfin du gaz. Quand on fabrique un kilo d'ammonitrate, 80% de ce kilo d'ammonitrate, c'est du méthane qu'on a acheté aux Algériens, aux Norvégiens ou aux Russes pour les Allemands. Et donc on a une grosse consommation énergétique quand on fabrique de l'engrais azoté de synthèse classique. Donc il suffit qu'il y ait une crise pétrolière et puis tout d'un coup les engrais de synthèse, le prix augmente en flèche. Et donc les autres engrais qu'on apporte, c'est souvent des minerais. Les phosphates qu'on apporte, c'est des minerais qu'on sort de mines en Tunisie, au Maroc. On a eu jusque dans les années 90 des mines de potasse en Alsace. C'est fini, il n'y a plus d'exploitation, donc la potasse vient de l'autre bout de l'Europe. Donc petit à petit, il va falloir que les agriculteurs recyclent tout ce qu'il y a comme plantes ou végétaux qui absorbent ces phosphates et n'en apportent plus. Ou alors recyclent mieux les effluents d'élevage, les fumiers, les lisiers qui sont apportés, pour qu'il y ait moins de pertes et que ça boucle et donc qu'on n'ait plus de phosphore à rapporter. C'est à chaque fois qu'on fait pousser un engrais vert, enfin une plante en dérobée, elle absorbe aussi une bonne partie d'éléments minéraux qu'elle peut restituer par la suite par la dégradation de ses tiges et de ses feuilles. Peut-être une question bête, mais est-ce que, puisqu'il y a beaucoup d'azote, puisqu'il y a 80% d'azote dans l'air, oui. Est-ce qu'il y a des plantes qui récupèrent l'azote de l'air et qui le mettent dans la terre? Oui. Qui font particulièrement ça? Oui, toutes les légumineuses, enfin toutes les fabacées. Donc toutes les plantes légumineuses ont développé des stratégies de partenariat avec les bactéries qui font des nodosités avec la plante, les rhizobiomes. Donc c'est des bactéries qui se logent dans les racines, ils font des renflements blancs et à l'intérieur on a des bactéries qui travaillent. Quand on les ouvre, ça fait comme une gelée rouge. Donc en fait c'est les bactéries qui sont en plein travail et en fait le rouge vient de la couleur de toutes les protéines qui sont fixées par les bactéries. Donc quand on ouvre une nodosité de luzerne ou de trèfle, donc on trouve dans les racines ces espèces de manchons blancs. Et quand ils sont en activité, on les coupe en deux, on a une espèce de gelée rouge dedans. Et donc c'est ces bactéries, rhizobiomes, qui travaillent, qui fixent l'azote de l'air et qui reçoivent les sucres de la plante. Et donc qui communiquent à la plante de l'azote gratuit, de l'azote de l'air, qui est indisponible dans le milieu en temps normal. Parce que l'azote dans le sol, il n'est pas en quantité importante. Et puis l'azote, quand il est sous forme nitrique, donc sous sa forme la plus assimilable par les racines des plantes, donc NO3, les ions nitrates, et c'est des ions très, très mobiles. Donc il suffit qu'il pleuve beaucoup et que le sol draine, et une partie de ces nitrates peut être perdue par lessivage, par lixiviation vers les couches plus profondes du sol. Donc c'est un peu aussi l'enjeu en agriculture ou même en agriculture biologique, de pouvoir avoir des plantes légumineuses dans la succession de cultures,
dans la rotation, pour enrichir le sol à un moment donné en azote et rendre le sol plus fertile. Donc ce que certains agriculteurs essaient de développer, c'est des associations d'espèces. Souvent, ils essayent de faire pousser un blé ou une orge ou un triticale, enfin une céréale, et de mettre dedans une vesse, une févrole, un pois, qui poussent ensemble. À deux fins, fixer de l'azote par la plante légumineuse, et puis avoir une meilleure utilisation des minéraux dans le sol, parce que souvent les systèmes racinaires des deux familles, les graminées et les légumineuses, sont complémentaires. Et donc on a une meilleure exploration du sol, une meilleure valorisation des éléments qui sont dans le sol avec deux plantes qu'avec une seule. Nous, dans les essais qu'on avait fait, on avait fait par exemple une bande d'avoine, une graminée, une bande de vesse, une légumineuse. On avait pesé chacun, et puis on avait une troisième bande, on avait fait pousser les deux ensemble. Là où les deux avaient poussé ensemble, on avait plus de masse de végétal produite que chacune des deux bandes additionnées. Donc le partenariat entre les deux plantes faisait qu'il y avait une meilleure valorisation du milieu, le système racinaire complémentaire, et puis à terme, une redistribution de l'azote fixé par la légumineuse dans les semaines ou les mois qui suivent la destruction de la légumineuse. Et généralement, la légumineuse ne relargue pas l'azote tout de suite. Il faut quelques semaines, quelques mois, le temps que le végétal se redécompose et les microbes remettent ça dans le ciel. Dans le choix des engrais verts aussi, donc il y a plutôt choisir donc des légumineuses ou parce qu'on parle de facélie, moutarde et autres. Faut choisir une grande diversité d'espèces. Après, selon les caractéristiques qu'on attend des engrais verts, on peut choisir une action forte sur le sol en termes de système racinaire, de structuration. Et de toute façon, à chaque fois qu'on fait des mélanges d'espèces, on dit aux agriculteurs, mettez une voire deux légumineuses en mélange avec d'autres espèces. Ça fixe de l'azote et en plus après dans la décomposition de ces végétaux on aura une restitution plus certaine aux cultures qui vont suivre. Parce que si on ne le fait pas, s'il n'y a pas de légumineuses dans le mélange, on aura sûrement une restitution mais qui va s'étaler dans le temps et l'effet positif engrais vert, on le verra que 3 ans après. L'agriculteur il veut quand même, le jardinier il veut quand même avoir une restitution l'année suivante et puis l'année N+2. Après ça peut se diffuser dans le temps, mais c'est cumulatif quoi. C'est pour ça que parfois les engrais verts c'est une façon, on peut cumuler ça avec des apports de fumier, des apports de compost. Et puis si le sol est biologiquement actif, c'est-à-dire il y a beaucoup d'activité biologique, beaucoup de vers de terre, beaucoup de transformations microbiennes, les pailles restent plus très longtemps puisqu'elles sont bouffées par le sol. Un sol biologiquement très actif, les résidus de paille, les résidus de plantes ne restent pas très longtemps dans le sol. Au bout d'un an, tout est retransformé. Après, c'est sûr que parfois au début, ça met un peu de temps à se mettre en route, quoi. Ça peut mettre un peu de temps pour se mettre en route parce qu'il y a des facteurs limitants qui sont présents. Alors ces facteurs limitants, ça peut être un sol qui est fermé, qui est tassé, qui n'est pas oxygéné, enfin qui respire pas. Ça peut être un sol qui est trop acidifié, donc il faut faire du cholage mais on s'en est pas rendu compte. On n'a pas fait de test à l'acide, donc on n'a pas vu s'il y avait encore des carbonates ou pas, s'il y avait présence de calcaire ou pas. Ou alors ça peut être d'autres facteurs limitants, beaucoup trop de carbone et pas assez d'azote. Donc on a les micro-organismes, quand ils dégradent des pailles, ils ont besoin de quand même un peu d'azote, quoi. En général, on dit que le rapport carbone sur azote pour que la dégradation se fasse, il doit être inférieur à 12, voire à 8. C'est-à-dire qu'il faut, pour 100 molécules de carbone, il faut 8 molécules d'azote. Non, c'est l'inverse. Si, en fait, les pailles, quand vous prenez une paille de blé comme ça, le rapport carbone sur azote, il est de 80. Vous prenez une feuille de trèfle ou une feuille de végétaux bien verts, elle est riche en eau et elle est riche en azote. Donc là, le rapport carbone sur azote, sur un truc comme ça, il est de 10 ou 12, voire de 8. Et le problème, c'est que pour décomposer ça, là, ça va aller vite, la décomposition. Là, ça va aller beaucoup plus lentement parce que là, les microbes, il va falloir qu'ils trouvent de l'azote
pour décomposer ces longues chaînes de carbone. Donc parfois les éleveurs ramènent du lisier ou des effluents d'élevage riches en azote pour pouvoir accélérer la décomposition de toutes ces pailles. Et puis en agriculture, ou quand on a trop de pailles qui sont mélangées à du sol, on a une fin en azote temporaire. Cette fin en azote est embêtante parce que on pensait que la plante qu'on cultive va pousser, et puis momentanément sur un mois, ça peine, il n'y a pas beaucoup d'azote disponible dans le milieu parce que c'est toutes les bactéries qui veulent décomposer ces grosses quantités de carbone qui n'ont pas assez d'azote. Après, si on n'est pas pressé et qu'on capitalise et qu'on dit de toute façon c'est pas grave, je récupérerai ça dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est pas grave, c'est capitalisé. Mais celui qui attend X kilos de potimarron pour les livrer sur le marché, puis en récupère qu'un tiers de ce qu'il pensait au départ, au niveau financier, ça va quand même tirer sur la charrette. Donc c'est pour ça que quand on met dans le sol des grosses quantités de carbone, on regarde tout de même à 2 fois. Alors l'agriculteur, il peut corriger ça en travaillant le sol. C'est-à-dire que quand il enfouit ses pailles, il travaille le sol et il mélange avec un volume de terre sur 20 cm. Et donc du coup, le sol qui a été réchauffé et un peu oxygéné sur 20 cm, il va se mettre à produire de l'azote par dégradation des protéines et des matières organiques qu'il y a dans le sol. Et donc du coup, la dégradation va être accélérée. Mais bon, ça peut avoir un revers si ce travail du sol est trop fréquent. Parce que dans le sol, il faudrait tenir une comptabilité entre ce qui rentre et ce qui sort en carbone, et ne pas déprécier la teneur en carbone dans le sol. C'est ce qu'on appelle le bilan humique. Et donc le bilan humique, en agriculture, on n'en fait plus trop. Trop fréquent, ça veut dire quoi? Par exemple, quand on passe le motoculteur, on aère le sol et on veut affiner le sol pour faire un lit de semences et que ça soit nickel, il n'y a rien qui dépasse, on voit plus trop de paille, voire même pour lutter contre les mauvaises herbes. Si on fait ça plusieurs fois de suite pendant un même printemps, on passe une fois un outil, allez hop, on enlève les grosses mottes, puis après on repasse une autre fois en avril, on casse les mottes et puis on enfouit légèrement des mauvaises herbes, et puis on repasse encore les passages répétés dans le sol. À chaque fois ça aère le sol, mais sur des sols qui ont plutôt tendance à pas être trop froids, enfin à chauffer rapidement, on met dans le circuit, on met dans le circuit beaucoup de matière organique qui est minéralisée par l'activité des microbes du sol. Et après, il faut avoir les plantes pour l'utiliser. Si on a les plantes qui l'utilisent, mais finalement, elles n'utilisent que 50% de tout ce qu'on a mis dans le circuit, et le reste, en fin de campagne, les nitrates sont là, mais ne sont pas utilisés, c'est du gâchis. On a consommé une partie du stock organique, mais on n'a pas utilisé tout pour nourrir des plantes. Le problème, c'est si on fait ça à répétition tous les ans, et puis sur 15 ans, la teneur en matière organique dans le sol, elle baisse. Puis à un certain moment, elle manque et le sol ne tient plus, il glace, et après c'est le début de la fin. Parce que le sol est sensible à l'érosion et il y a pas mal de désagréments. Mais bon, en général, dans un jardin, on n'a pas beaucoup de choses mécanisées. On ne travaille pas le sol forcément sur 30 cm, mais enfin on peut encore. On peut. Ce qui est sûr, c'est que si on veut que son sol soit vivant, il faut pas labourer en plein été et puis laisser le sol nu sous les rayons du soleil et puis mettre le thermomètre dans le sol, il fait 35, et que ça soit comme ça pendant plusieurs semaines, c'est très très mauvais. Parce que le retourner aussi, apparemment, c'est alors le retourner, c'est pas bien parce que les petites bêtes ou les micro-organismes qui fonctionnent entre 5 et 10 cm, c'est pas les mêmes que ceux qui fonctionnent entre 25 et 30 cm. Ceux qui habitent au 2e étage, ils font pas le même boulot que ceux qui habitent au 4e étage. Et ceux qui sont à la cave, ce ne sont pas ceux qui sont sous les combles. Et si on mélange le tout, on déstructure le tout, et puis donc les organismes ont tendance à crever parce qu'ils ne sont plus dans leur habitat spécifique. Rien que pour la température. Donc rien que pour la température, la fermentation du sol se passe pas du tout de la même façon aux différents étages, sachant que les étages c'est par 10 cm. Enfin, 5 ou 10 cm. Donc
Si on veut respecter le fonctionnement naturel d'un sol, c'est-à-dire avant que l'homme vienne se mettre son grain de sel là-dedans, chaque étage a son importance. Après, nous, quand on vient, on est intéressé par plus de rendement, donc on essaye de booster le truc, d'aérer plus, ça réessuie pas assez vite ou ça réchauffe pas assez vite. Et, on travaille tout ça, donc on peut le faire, mais après il faut savoir ce qu'on fait, et puis à certains moments il faut compenser, quoi. Faut laisser le sol se reposer. Enfin, laisser le sol se reposer, c'est pas vraiment le bon mot, puisque finalement un sol c'est jamais amené à se reposer. Un sol c'est fait pour toujours fonctionner, mais il faudrait toujours avoir une plante pour lui fournir quelque chose. Dans l'idéal de la permaculture, il faudrait toujours qu'il y ait une plante qui pousse et qui, de par son système racinaire, relargue quelque chose en milieu. Donc le principe de la jachère, là, c'est pas... Alors le principe de la jachère, c'est pas forcément très bon, sauf si dans la jachère on a des plantes qui bonifient le sol et on a une grande diversité de plantes pendant l'année de repos. On a des légumineuses, on a des familles de plantes comme des graminées, ou la facélie ça peut être intéressant parce que ça explore bien le sol mais de façon limitée sur 40 cm. Si on cherche à avoir une exploration du sol sur 1 mètre, on choisira plutôt des graminées, des légumineuses. Il y a encore beaucoup de choses à tester, à découvrir sur le système racinaire des plantes. Le problème, c'est qu'en recherche végétale, le système racinaire des plantes, ça n'a pas été une priorité de toutes les sociétés de semences et les instituts de recherche. Les facteurs dominants, c'était le rendement, c'était la tenue sur tige, la résistance aux maladies, mais pas le système racinaire. Mais on va peut-être y revenir. On voit bien ce que ça donne. Ce que ça donne. Ce que ça donne des plantes qui nécessitent d'être fertilisées à des hauts niveaux pour pouvoir produire. Et puis ça donne des plantes quand elles sont cultivées en mono-espèces et que les conditions sont pas bonnes, il fait trop humide, etc. C'est des plantes qui sont malades et sont malades toujours de la même façon. Et la maladie se propage parce qu'il y a plein d'individus de la même espèce qui ont les mêmes problèmes. Donc c'est pour ça qu'en agriculture, on essaie de travailler des mélanges d'espèces. Enfin, les agriculteurs qui font des métailles, les métailles c'est faire pousser plusieurs familles de plantes ensemble et de récolter ensemble si on peut, et de trier les graines ensuite, ou voire de valoriser en fourrage ces associations de plantes. Enfin, on a tout intérêt à développer une plus grande diversité et une plus grande alternance de familles de plantes. Parce que si on revient toujours avec la même plante, même rien que je vous parle de la betterave, quand on fait de la betterave en Alsace et qu'on vient tous les 2 ans ou tous les 3 ans avec de la betterave, malheureusement on concentre tous les problèmes de maladies, de ravageurs, de limaces, de plantes, de problèmes qui sont spécifiques à une espèce et qui reviennent. Alors si on voulait être raisonnable, la betterave on en mettrait une fois tous les 5 ans dans la parcelle et puis après on ferait une succession d'autres plantes. On ferait s'alterner du colza, du blé, du maïs, différentes plantes. À partir du moment où on revient toujours avec la même chose, on concentre les problèmes. Et surtout, si on revient toujours avec des plantes d'été, le maïs, le soja, la betterave, c'est des plantes d'été. Donc on n'a pas des plantes qui vont pousser en hiver, on n'a pas de colza d'hiver, de blé d'hiver, d'orge d'hiver. Et donc on oriente les mauvaises herbes d'une certaine façon. Les chardons, les liserons se plaisent plus dans certains systèmes. Et puis voilà, après c'est difficile à gérer, surtout si on est en bio. Et quand on est en bio, pour lutter contre les mauvaises herbes, à part biner, scalper le sol, on n'a pas le droit aux produits de traitement. Alors si on a des produits de traitement naturel, ils coûtent très très cher. Et de toute façon, l'objectif de l'agriculture biologique, ce n'est pas remplacer un intrant traditionnel par un intrant organique. Ça, c'est pas de la bonne agriculture. Parce que l'agriculture biologique ou organique, c'est faire fonctionner le sol. Donc, faire fonctionner le sol, ça veut dire se préoccuper des cycles des matières organiques et donner à manger aux microbes et faire que ces microbes puissent travailler à court terme, à moyen terme et à très long terme. Mais là, donc, on s'engage vers des systèmes où il faut tout raisonner au minimum sur 7 ans. Et la difficulté des agriculteurs, c'est quand on leur dit qu'est-ce que vous allez faire dans 6 ans ou dans 5 ans, certains, ils ne savent pas, ils ont peur. Quels seront les prix d'achat des céréales dans 5 ans, quels seront les prix du marché, combien je vendrai mon litre de lait dans 5 ans, il y a beaucoup d'incertitudes. Et là, c'est la difficulté en agriculture d'apporter de la stabilité. Parce que si on était raisonnable, on apporterait un cadre et de la stabilité en disant sur les 15 prochaines années, on te garantit de pouvoir fonctionner comme ça. Et tu peux capitaliser, tu peux faire fonctionner son sol et puis tu peux te passer de pas mal de produits de traitement et d'engrais
parce que tu as bien raisonné tout le système. Bon, après, on a encore beaucoup de boulot. Mais avec l'obligation de lutter contre les pertes en nitrate dans Plaine d'Alsace, la zone vulnérable, protéger la nappe phréatique contre les nitrates, il y a l'obligation de faire une plante de couverture, tout au moins pour les cultures qui sont récoltées avant le 1er septembre. Donc un colza, un blé, une pomme de terre qui est récoltée avant le 1er septembre, l'agriculteur a une obligation de couverture du sol si c'est une culture de printemps qui vient ensuite, et pas une culture d'hiver. Et ça peut être une opportunité pour dire, faites des couverts multi-espèces, faites pousser des plantes, alors ça va peut-être vous coûter au départ, mais vous allez capitaliser, et au bout d'un certain temps, vous aurez un sol qui sera plus fertile et vous mettrez moins d'engrais minéraux. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il faut engager les gens sur des réflexions sur 4 ans, sur 5 ans. C'est la difficulté. Ici, par exemple, il y a au moins 15 ans ou 20 ans de culture de maïs. Oui, alors le maïs, c'est la culture qui est simple. En fait, on s'est spécialisé dans le maïs parce que il y avait deux cultures qui réussissaient très très bien dans les années 90, c'était le soja et le maïs. Le maïs étant plus simple, le maïs, il suffit de bien implanter, de bien désherber, et puis après la floraison se passe, et puis rendez-vous en octobre pour la récolte. Donc, et puis après, tout était dans la génétique, c'est-à-dire quelle variété de maïs je choisis, j'achète. Et comme on a fait beaucoup de progrès, on est passé dans les années 90 à des maïs qui faisaient 80-85 quintaux, c'est-à-dire 8 tonnes et demi de grains à l'hectare. Actuellement, à des maïs qui font 14 tonnes de 140-145 quintaux, 14 tonnes et demi de grains quand le maïs n'a pas soif, soit parce que le terrain est assez profond et assez de réserve en eau, soit parce qu'il est irrigué, on peut avoir des forts niveaux de rendement. Mais bon, on a payé de la semence au semencier, assez cher. On a mis parfois de l'engrais parce que le sol n'est pas si épais que ça, il est un peu caliteux. On a mis 150 ou 250 kg d'azote à l'hectare. Et puis le jour, dans les sols caillouteux, le jour où on arrêtera l'irrigation, ce sera le début de la fin. Bon, irriguer, ça a un coût. Bon, heureusement, la nappe phréatique est immense en Alsace, donc c'est pas un problème de quantité d'eau. On aura toujours assez de quantité d'eau. Ce sera plutôt un problème de qualité d'eau. Voilà. Mais on a développé un bon savoir-faire du maïs. On est des champions du maïs en France. Aucune région en France ne fait des niveaux de productivité aussi importants qu'en Alsace. Et on a développé toute une industrie de transformation du maïs aussi qui valorise ces produits pour l'agriculture. Quand vous prenez votre dentifrice le matin, dans le dentifrice, il y a du maïs. Ceci. Quand... Ah, le Velleda, non, ça... Non, mais il y a un peu de maïs partout. Hein. À partir du moment où il y a... à partir du moment où il y a de l'amidon, où il y a des fructoses, des glucoses, ça peut être du maïs. C'est pas utilisé aussi pour nourrir des animaux aussi, ouais, en élevage. Soja et maïs. Et l'effet sur le sol, parce que ici, là, sur ce terrain, c'est du maïs, hein, c'était du maïs jusqu'à l'année dernière. L'effet sur le sol, c'est assez difficile de dire l'effet sur le sol comparé à d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que le maïs, il n'a pas besoin d'un système racinaire très très diversifié. Il y a quelques racines principales qui descendent. Il va chercher son alimentation minérale dans les 40 premiers centimètres. Il va chercher l'eau plus bas. Et puis avec peu de racines, il fait du rendement, quoi. Alors qu'il y a des plantes qui sont nettement plus sensibles, le pois par exemple. À partir du moment où il y a un peu de tassement, il n'y a plus trop de racines, le pois il pousse plus, quoi. Il est beaucoup plus sensible à un sol en mauvais état. Donc oui, après le problème du maïs, c'est la concentration de mauvaises herbes ou de maladies qui sont liées à la répétition de la même culture qui revient tout le temps, quoi. Mais on peut dire aussi que le maïs ou le soja, on a un climat qui fait qu'en juin, juillet, août, ça pousse bien, il y a du soleil, il y a des conditions qui font que la plante s'y plaît bien. Alors on l'a dans certains terrains caillouteux, bon, pas ici, mais entre
en plaine entre Colmar et Mulhouse par exemple, sur des lits de cailloux. Du sol il y en a peu, enfin on a 20 à 50% de cailloux et puis dedans on a de l'argilo-calcaire un peu dilué sur une épaisseur de sol de 30-40 cm et c'est tout. Donc si on ne l'irrigue pas fréquemment, au bout d'une semaine, la réserve en eau est vide, parce que c'est des sols qui stockent 40 ou 50 litres d'eau au mètre carré, c'est tout, et puis après ils sont vides. Alors qu'ici, ou dans des limons-leuses, on dépasse les 100 litres d'eau au mètre carré, voire 200 litres d'eau au mètre carré stockés sur 1 mètre de profondeur. Et du coup, dans ces champs-là qui sont irrigués, ils voudraient mieux mettre quoi pour la parce que c'est bien de devoir arroser tout le temps comme ça. Oui, mais après, il faut aussi dire que le maïs, c'est celle qui donne le plus de rendement et qui rapporte le plus en termes de prix de paiement des céréales. Quand vous faites 140 quintaux, 14 tonnes à l'hectare, 14 tonnes, ça fait 1,4 kg de grains au mètre carré, ça fait quand même beaucoup de matière. Payé à 200-250 € la tonne, c'est un peu le jackpot pour l'agriculteur. Donc qu'est-ce qui va l'inciter à mettre d'autres cultures qui sont moins rentables? C'est ça le dilemme. Donc soit l'agriculteur dit moi je veux quand même bonifier mon sol et mon système mais sur le long terme, et il dit à court terme, sur les 5 prochaines années, je renonce à telle et telle manne financière et là je me passe du maïs, je fais une autre culture mais j'aurai tant de centaines d'euros qui manqueront à la fin de l'année fois le nombre d'hectares. Sur des petites structures c'est moins marqué que sur des grandes structures, mais ce qui fait que sur les grandes structures ils font des cultures qui rapportent, donc c'est du maïs, c'est des pommes de terre, c'est de la betterave parfois, et puis ça tourne, ça revient souvent. Mais à côté de ça, ils ont beaucoup de charges par les intrants, la mécanisation. Oui, alors après ça dépend si c'est des cultures qui ont besoin de main d'œuvre pour récolter, parce qu'il y a aussi le coût des salariés ou de la main d'œuvre pour faire les travaux au champ de récolte manuelle. Et quand c'est mécanisé, les charges, ça peut être des charges, j'ai acheté beaucoup de tracteurs neufs ou de matériel, il faut que j'ai de nombreux hectares et puis je m'en serve assez longtemps pour amortir tout ce matériel. Donc certains agriculteurs sont fortement endettés. C'est une logique industrielle. C'est une logique où on a investi du capital et on espère retrouver ses billes en 4 ans, 5 ans, ou en 10 ans. Après, c'est tout le système qui fait que ça a été pensé comme ça. Même nous, conseillers en entreprise à la Chambre d'agriculture, parfois on incite à faire des calculs comme ça. Donc c'est pas facile parce que les conditions économiques peuvent changer en quelques années. Et puis c'était intéressant à un moment. Alors moi je vois le sol, quand je pense sol, normalement on devrait penser sur 50 ans. Voilà. Après, des agriculteurs qui s'intéressent à leur fonctionnement de leur sol, pas tout le monde, 10% des agriculteurs qui regardent ça de près, les autres ils font en standard ce que font la majorité. Ça a disparu. Donc après, si on voulait changer les choses, il faudrait pouvoir faire des cultures plus diversifiées. Donc à côté du maïs, du blé et de la betterave, pouvoir faire d'autres cultures, ne plus importer de soja mais faire des protéines, des févroles ou des pois qui soient locales et transformer localement et donner en aliment du bétail localement. Alors, en Pays de la Loire, c'est le cas. Ils cultivent du lupin ou ils cultivent de la févrole. Ils essayent de monter des filières, mais c'est pas facile parce que il faut changer un peu les habitudes et puis il faut développer de nouveaux modes de collecte. Voilà. Et donc là, au niveau diagnostic de ce sol, on a vu donc avec l'acide, donc le côté un peu calcaire. Donc il est calcaire, donc au moins ça rassure, il n'y a pas besoin de chouer le sol sur les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années. Donc il suffira de refaire le test à l'acide dans quelques années pour bien vérifier qu'il y a présence de carbonate. Il est tout de même assez sableux en surface, donc chaque litre d'eau économisé ou gardé dans le sol, c'est mieux parce que le sol
il n'a pas une grosse capacité à stocker l'eau sur la longue durée. Ce qui va stocker l'eau, en fait, c'est les matières organiques, mais c'est absolument pas les argiles qui ne sont pas présentes ici sur l'horizon de surface, tout au moins. Il y a un peu de réserve en eau au fond, en dessous de 50-60 cm, puisque entre 60 cm et 1,20 m, on a des limons un peu gras, un peu calcaires. Ces limons-là vont garder un peu d'eau, mais en profondeur. Donc il faut que les plantes aient des racines en dessous de 60 cm pour aller chercher cette eau. Puis la réserve va être de 50 ou 60 mm, 50 ou 60 litres au mètre carré sur une saison. Pas beaucoup plus. Et puis on n'a pas de nappe phréatique, c'est-à-dire, encore que je ne suis pas allé à 2 mètres, j'ai pas pris le tractopelle pour vérifier, mais à la tarière, au plus profond de ce que je pouvais avoir, il faudra le faire en hiver, voir si on tombe dans l'eau, et puis quand je remonte, ça aspire. J'ai les pieds dans l'eau, là on a la nappe qui est pas loin. Mais là je pense que la nappe est plus profonde que ça. Elle est peut-être à 2 ou 3 mètres. À vérifier. Ça veut dire, oui, donc pailler, c'est ça? Donc pour garder cette eau... Alors pailler ou d'avoir toujours une plante qui couvre le sol pour garder l'humidité. Même le matin, il suffit qu'on ait un peu de rosée. Le fait qu'on ait une végétation, la rosée est captée par la végétation, il y a des gouttes d'eau qui ruissellent et on a de l'eau au pied des plantes. Ou alors quand il fait chaud, le couvert végétal maintient une humidité et limite la transpiration de la culture. Alors on a moins ça dans les cultures sarclées, les cultures où on a un rang et puis un interrang, entre les rangs de maïs ou entre les rangs de betterave ou entre les rangs de tabac. On a un rayonnement direct du soleil sur le sol et là on a une évaporation qui est plus forte. Donc dans ces systèmes-là, si on voulait bonifier le truc, mais il faudrait pouvoir réussir à le faire de façon mécanique et à gérer avec les désherbants chimiques, ce qui est difficile, d'avoir le maïs et puis au pied du maïs qu'on ait un petit trèfle qui pousse et qui couvre le sol et qui le protège. Ça, ce serait l'optimum organique du sol, parce que la nature a fait que le sol n'est jamais prévu pour fonctionner avec un rayonnement direct. Que quand il y a un rayonnement direct sur le sol, ça chauffe, ça surchauffe, et le sol ne fonctionne plus. Donc c'est un peu l'objectif de la permaculture, c'est de toujours avoir une plante qui protège et toujours avoir un système racinaire qui va nourrir le sol. Après, les objectifs de la permaculture en grande parcelle, dans les parcelles open field et en agriculture, c'est difficile parce que on a enlevé les haies, on a enlevé les bandes enherbées et on a le vent du nord qu'on prend en pleine figure. Et la nuit, quand il n'y a pas de nuages, la température elle monte très fort le jour et elle redescend très fort la nuit. Donc voilà, le vivant il est un peu on tape dessus. Alors, il essaie de résister, mais il fonctionne moins bien que dans un système bocagé, je veux dire, où on arrive à avoir une plage de température et d'humidité préservée sur un nombre d'heures important. C'est un peu comme un panneau solaire. J'ai là un rayonnement lumineux qui arrive. Comment une plante ou du vivant va pouvoir utiliser ce rayonnement pour fabriquer de la photosynthèse, nourrir le sol et fonctionner dans une plage de température qui est favorable au vivant. Donc grosso modo entre 6-8 degrés jusqu'à 25-27 degrés. C'est ça la plage. Alors ça fonctionne beaucoup mieux entre 18 et 28, hein, c'est sûr. À vitesse plus réduite, entre 8 et 18 degrés. Mais ça pousse. Après, une fois qu'on a vu ces aspects de température, une fois qu'on a vu si le sol peut respirer, s'il est poreux, s'il peut garder de l'air et faire circuler l'eau, une fois qu'on a vu si on a des matières organiques qui vont faire de la fermentation dans le sol, qui est fermentescible à court terme, donc je vais pouvoir donner à nourrir des engrais verts ou du compost réactif dans le sol, je vais nourrir mes microbes. Et une fois qu'on aura corrigé l'acidité si mon sol n'est pas calcaire, ensuite, enfin, je vais pouvoir vous parler d'azote, de phosphore, de potasse, d'éléments chimiques du sol et de savoir est-ce que j'ai besoin de corriger des carences ou pas. Mais c'est dans cet ordre-là. D'abord température, humidité. Ensuite mon sol qui respire et qui est en capacité d'être poreux et garder, d'abriter de l'air et de l'eau. Ensuite j'ai des microbes qui sont nourris en matière organique satisfaisante et je lutte contre l'acidité. Dans la nature, comment ça se passe par rapport à l'acidification des sols? En permaculture, on est un peu dans l'imitation de la nature. Par exemple, dans les Vosges, où j'ai des sols très gréseux, cristallins
des sables vosgiens qui sont à tendance acidifiante. Si pendant de nombreuses années mon sol n'a pas de calcaire, ne reçoit pas d'amendement calcique, de calcaire, il va s'acidifier et certaines plantes ne vont plus pouvoir pousser. Je ne vais plus pouvoir faire pousser du blé, je ne vais plus pouvoir faire pousser la plupart des plantes cultivées. Alors il y a certaines céréales rustiques, l'épeautre ou le seigle vont encore pousser modérément autour de pH 5,5 ou 6. Et puis après, quand je descends à pH 4,5, 5, ou je me rapproche de 4, ben, il va rester la myrtille qui pousse. Et puis quelques plantes qui ont capacité à se débrouiller dans des sols très acides. Parce que plus le sol est acide aussi, plus le milieu se charge en aluminium libre. L'aluminium qui est normalement combiné dans le sol, dans les argiles, les silicates d'alumine et compagnie, quand le milieu devient très très acide, l'aluminium a tendance à devenir mobile et il devient un poison, il devient toxique pour les plantes. Voilà. Bon après, dans les sols cultivés, c'est connu, hein, l'apport de calcaire bonifie le sol. Ouais, mais je me demandais si dans la nature il y avait des régulations justement de ça. Pas d'acidité. Parce que du coup, il y a certaines plantes qui poussent dans un sol très calcaire et que ces plantes, elles finissent par rendre le sol moins calcaire. Est-ce qu'il y a un équilibre à long terme? Il y a des plantes qui se plaisent mieux dans des milieux alcalins, c'est-à-dire à pH 8, enfin au-dessus de 7. Exemple la luzerne, ou il y a certaines cultures qui réussissent mieux quand il y a beaucoup de calcaire, parce que c'est des plantes calcicoles, enfin qui aiment bien le calcaire. Mais c'est pas toutes les plantes, quoi. Et puis de façon générale, quand on est dans des sols très calcaires ou trop calcaires, tous les phénomènes biologiques de décomposition des matières organiques, de fermentation, ils sont ralentis. On a des sols qui sont entartrés, encroutés, donc quand la température et l'humidité au printemps reviennent, eh ben, il faudra beaucoup plus longtemps pour que ça redémarre. Sauf évidemment si on donne un coup de pouce, allez on passe le motoculteur, on aère, on travaille, et là on va corriger ce retard. Après, on peut avoir un excès de calcaire. Le calcaire, ça peut être aussi un handicap, parce qu'on a trop de calcaire actif. C'est-à-dire quand on a trop de calcaire sous forme de fines particules réactives, on n'a pas simplement des cailloux calcaires ou du calcaire qui diffuse lentement, mais on a des calcaires qui diffusent très rapidement. On peut avoir des plantes qui sont gênées, qui font des chloroses. Des arbres fruitiers, par exemple. Il y a trop de calcaire actif, trop de calcaire qui se libère dans le sol. La plante va être perturbée dans l'absorption d'éléments minéraux. Et la plante va être carencée en certains éléments alors qu'ils sont présents dans le sol. Mais en fait c'est l'excès de calcaire qui va perturber le phénomène d'absorption. Bon, lutter contre un milieu trop alcalin, à part travailler le sol et à part restituer beaucoup d'engrais verts ou d'engrais qui ont une tendance acidifiante, il n'y a pas un moyen d'y aller rapidement. De toute façon, les équilibres d'acidité dans le sol, on n'a pas intérêt à les bouger trop rapidement dans le sol parce que sinon c'est déprimant pour toute l'activité microbienne. Quand vous chaulez trop fort, vous apportez des produits chaulants en trop grosse quantité et de façon trop réactive, vous pouvez désinfecter votre sol pendant plusieurs mois. Et autrefois, quand on utilisait de la chaux vive dans les étables, c'était pour lutter contre le microbisme ambiant et désinfecter le milieu. Donc on a plutôt intérêt, quand on fait des apports calcaires dans des sols acides, d'utiliser du calcaire broyé, cru, de carrière, et pas du calcaire qui a été monté en température dans un four à chaud. Parce que quand le calcaire a été monté en température dans un four à chaud à 900 degrés, il y a des phénomènes d'oxydation très violents qui ont lieu, et donc après on a des calcaires qui sont riches en oxydes. Et ces oxydes, c'est des perturbateurs de l'activité biologique. Même chose quand on a des engrais synthétiques ou des engrais minerais qui contiennent beaucoup de chlorure. Excès de chlorure, c'est perturbant pour le sol. Donc si on peut apporter de la potasse sous forme de sulfate de potasse, c'est bien mieux que sous forme de chlorure de potasse. Or, les potasses d'Alsace, c'est des chlorures de potasse. Donc il faut savoir qu'on a une pollution au chlorure de potasse qui est une langue de chlorure qui remonte jusqu'à Kogenheim-Benfeld et qui nous vient de Mulhouse-Sermé, qui s'est infiltré dans la nappe avec tous les gravats des
des mines de potasse qui ont, au fil des dizaines d'années, infiltré de la potasse dans la nappe phréatique. Donc ça n'a pas trop de conséquences. Les seules conséquences que ça a eu, c'est que les planteurs de tabac qui sont dans le secteur Ebersheim, Kogenheim, Benfeld, eh ben, à certains endroits, ils n'ont pas pu irriguer ou prendre de l'eau dans la nappe parce qu'elle était beaucoup trop chargée en chlorure. Donc beaucoup trop néfaste pour la culture du tabac et pour le sol. Bon, c'est des problèmes ponctuels. Mais voilà, sur une... Ben, large de quelques centaines de mètres et longue de quelques dizaines de kilomètres. Mais ce qui fait aussi qu'aux mines de potasse, là-bas, au carreau là, de la mine, je ne sais plus comment, Anacompost, Kingersheim, il y a l'agence de l'eau qui paye un système pour qu'il y ait de l'eau qui soit infiltrée, repompée, reprise de Kingersheim, transportée par canalisation et jetée dans le Rhin pour récupérer toute cette infiltration de chlorure de potasse et faire que l'infiltration s'arrête et qu'elle soit diluée ou transportée par le Rhin vers la mer. Voilà, donc c'est des problèmes industriels qu'on a résolus temporairement, qui ont un certain coût de fonctionnement. Bon, heureusement que la collectivité prend ça en charge. Parce que sinon on continuerait à polluer toujours plus de terre par infiltration de ces chlorures de potasse sous des phénomènes d'infiltration d'eau mécanique naturelle. Et ça va faire quoi dans le Rhin et dans l'Est? Bah, dans le Rhin, ça va être dilué avec tout le flux du Rhin, et puis ça va atteindre la mer à Rotterdam. Et puis, ouais, bon, ça va se diluer, voilà. Bon, après, on va arrêter la caméra, puis je vous en dirai plus sur d'autres choses. Mais... ouais. Donc, le sol vivant, c'est surtout sur les 20 premiers centimètres. Et en dessous, c'est le sol minéral. La plante va chercher des minéraux et va chercher de l'eau. Donc finalement, le vivant, et ce qui nous donne à manger à nous tous grâce à l'agriculture, ça repose sur 20 cm d'épaisseur. Sur l'ensemble de la croûte terrestre, ça ne fait pas grand chose. Voilà. C'est fragile. On n'en a pas tous conscience. En quantité de vie dans la biosphère, c'est énorme. Cette quantité, ces 20 cm, c'est pas... Ah ben, en termes de vie et de carbone, c'est très important. C'est très important. Vous pensez que le trou il est différent enfin, on va aller le voir vite fait, parce que moi malheureusement dans une demi-heure il faudra que je m'en aille. Le temps passe. Ça je vais laisser là. Transporter ça. L'analyse de sol peut apporter des informations. Si ce n'est qu'une analyse de sol standard, ça vaut quand même une cinquantaine ou une soixantaine d'euros. Et puis les analyses où on essaye d'analyser les matières organiques, des choses un peu plus fines sur la biologie du sol, ça coûte tout de suite 150 ou 200 euros. Donc c'est parce qu'il s'en fait pas assez, et ben en assez grande série. Donc peut-être que dans les prochaines années, on arrivera à développer ces systèmes, mais pour l'instant, on peine un peu. Alors. Le problème d'un sol quand on l'ouvre, c'est quand il y a du soleil comme ça l'après-midi, il sèche assez vite. Après, la difficulté, c'est qu'on avait un pellicule là, à 20 cm, c'est assez dur à franchir. Là, je suis 20 cm, je sens quand même pas mal les cailloux. Donc ce qui est intéressant quand on regarde un sol, c'est quand on fait de l'arrachement, c'est où sont les zones de rupture. Donc en fait, ça permet de voir où passent les racines, est-ce qu'il y a des trous et à quel endroit le sol est plus dur. Bon là, après, le problème c'est qu'il y a un enrichissement avec pas mal de matière organique ou de compost en surface. Donc c'est un peu particulier. Et puis là on sent bien, je suis sur le caillou.
C'est plus dur que en bas. L'appel. Ouais, enfin, faut que je tire un peu. Là, je remplis mon trou. Donc ça c'est mon sol à 20 cm de profondeur. On voit qu'il est plus dur. Compact, quoi. Ouais. Il est plus dur. Et on voit que les racines, elles ont passé sur les zones de rupture, mais pas dans la motte. Ils ont contourné la motte parce que la motte elle est dure. Bon, après elle est sèche, donc pour juger de l'état, c'est trop sec. Je vienne au printemps. Là par exemple, bon, c'est plus dur. Quand on essaie de le défaire, c'est plus dur. Et donc quand c'est dur à la main, ça veut dire que les racines elles vont avoir du mal. Là par exemple j'ai des racines qui passent, mais on voit bien, ça fait un plan. C'est-à-dire que les racines ont suivi une fissure. Donc ça veut dire que sur le reste, elles ont eu du mal à passer. Et donc en termes d'exploration du sol, il y a des zones particulières de fissures qui ont été colonisées par les racines. On voit. Donc quand on a des agrégats du sol, on arrive à faire des trucs anguleux comme ça dénote un certain niveau de compaction. Bon après là, il n'est pas très fort parce que j'arrive à le défaire à la main. Et parfois, c'est tellement dur qu'il me faut que je prenne un marteau ou voilà, ça se défait encore, quoi. Avec les terres très argileuses, ça doit être pire. Alors sur les terres très argileuses, c'est plus marqué ou pire parce que c'est collant. Ouais, je veux bien. Et puis là, avec le soleil rasant, c'est pas évident de voir dans le trou. Voilà, j'ai du dessus que j'ai fait tomber en bas. Il ne faut pas regarder ce que je sors. Ça, c'est ce qu'il y avait à moins 20 cm. Donc on a retrouvé, parce qu'on avait fait le trou là-bas, hein, on a retrouvé le même cailloutis que quelques mètres plus loin. Donc on voit quand même au fond que on a un sol un peu plus jaune, légèrement plus jaune. Là c'est plus jaune que là où c'est gris brun. Là c'est jaune. Donc en fait on a des limons calcaires en plus grosse quantité. C'est plus frais, c'est plus gras, plus humide. Et quand on met l'acide dessus, ça bouillonne, donc c'est plus riche en calcaire. Donc de façon générale, tout ce qui est riche en calcaire, c'est des alluvions du Rhin ou de l'Ille. Ça nous vient du côté suisse, on va dire. Et tout ce qui est acide, c'est les cailloux, les sables qui nous viennent des rivières vosgiennes. Tout ce qui descend du Gießen, de l'Andelot, de la Bruche. Tout ça, c'est des alluvions acides. Donc dans ces terrains-là, entre Ergersheim, du Pickheim par là-bas, c'est des terrains, si on ne chauffe pas, le terrain devient vraiment acide et ça ne pousse plus trop. Parce que là, on est pas loin de l'île et de la Bruche aussi. Ouais. Alors, on aurait pu se dire, on est proche de la Bruche, on va avoir des alluvions ou des cailloux, des choses qui ont été charriées par la Bruche et c'est acide. Ah non, là. Donc apparemment, le Rhin ou ses affluents, à un moment donné, alors après je ne sais pas si c'était en l'an 0 ou en l'an moins 1000 ou avant, ils ont divagué et ils ont rapporté des cailloux et déposé des alluvions à un certain niveau. Souvent c'est assez ancien. Après le paysage agricole aussi a évolué. Dans le Korsberg où il y a beaucoup de terres cultivées, il n'y a pas beaucoup de prairies. Mais avant 1750, il y avait beaucoup de prairies. Parce qu'il y a eu à un moment donné une décision royale qui a dit cette région, il faut que ça devienne le grenier à grains de la province. Et donc on a défriché, on a retourné des prairies et on a augmenté
Là où il n'y avait que 30% de sol cultivé, on est passé à 70%, voire aujourd'hui à 95% de sol cultivé et quelques bosquets d'arbres qui restent. C'était une décision politique. Oui, non, après ça dépend des secteurs et localement des... C'est vrai que cette terre elle est réputée depuis des lustres. Ben, il y a des terres, par exemple au Picardie, elles sont cultivées depuis l'époque romaine. Et depuis l'époque romaine, ben, c'est des champs cultivés et c'est pas un bocage, c'est pas des prairies. Parce que là, ce qui est particulier, c'est qu'on est juste au pied du plateau de Leus, quoi. Il commence là, à quelques dizaines, vingtaines de mètres. On a une pente assez forte. Ouais. C'est le début du C'est le début, ouais. plateau de Leus, c'est vers ici. Le plateau de Leus, ben, il donne Wolfisheim. Même Königshofen, c'est un Königshofen, peu beau, ouais. Ben, on a le même décroché du plateau de Leus qu'on retrouve. Ouais, bon, c'est un peu particulier. Entre Walf, Maastratzheim et Innenheim. On a un décroché aussi du plateau de Leus comme ça. Bon, ici le plateau de Leus il était nettement plus épais. Et puis Strasbourg c'était un peu la croisée de plusieurs de l'Ille, du Rhin, la croisée de plusieurs conjonctions de plusieurs fleuves et d'alluvions. Après les Leus ils sont pas très anciens, je vous ai dit moins 20 000, moins 18 000 ans. Mais par exemple entre Erstein et Obernai, vous savez qu'il y a une zone de dépression où il y a des prairies, qui s'appelle le Brour. Et ça, cette zone de dépression n'existe que depuis 7000 ans. Et à l'époque, il y a moins 7500 ans ou 7000 ans, il y a eu un tremblement de terre qui a pas mal secoué cette zone-là, et donc on a perdu 2 mètres d'altitude. Donc du coup, le cours d'eau de l'île ça a été dévié pendant plusieurs siècles dans ce secteur-là, et on a eu des alluvions qui ont été charriées à certains endroits. Après, il faut pouvoir avoir des éléments historiques qui nous permettent de nous repérer. Et c'est pas toujours... on tombe bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. Ou on oublie, ou on... Donc en fait, quand je regarde mon sol sur un profil, ce qui est important, c'est d'être à l'humidité optimale du sol. Donc là, je n'y suis pas vraiment. Nous on appelle ça capacité au champ, c'est-à-dire on a un sol qui est frais. Bon là c'est pas le cas. Mais donc on regarde comme ça quelle est la résistance à la lame du couteau de mon sol sur différents niveaux. Et le problème c'est que c'est moi qui le sens, mais est-ce que j'ai des zones qui sont plus dures à la résistance quand je défais mon sol à la lame du couteau? Et sur les zones les plus dures, ben finalement ça peut être le passage d'outils, le labour ou le passage de dents de façon mécanique avec beaucoup de puissance qui s'est fait dans de mauvaises conditions et c'était trop humide et ça a fait des lissages, ça fait des compactions et après ça reste imprimé dans le sol plusieurs années, voire même ça stocke dans le sol des morceaux d'organique qui n'évoluent pas, qui sont piégés dans le sol. C'était profond. Et ça peut faire obstacle aux racines, c'est ça le plus embêtant. Quand on a une racine qui descend et qui se retrouve sur une zone très compactée, ben, les racines ont tendance à courir sur le côté et à chercher comment passer. Et la plante perd beaucoup d'énergie à essayer de passer ou à faire des chemins de traverse. Après, là, dans cette zone-là, on a eu une occupation du sol qui fait qu'il y a eu un amas de gravats, je sais pas, du remblai, des cailloutis. On a même trouvé de la poterie tout à l'heure, avec pas mal de cailloux et de galets, ce genre de trucs là, à 30-40 cm de profondeur. Et puis une fois que ça s'est passé, on retombe sur des limons calcaires, comme je vous ai montré tout à l'heure, un peu sableux quand même. On retrouve ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là-dedans, il y a du sable, il y a du limon, et puis aussi des traces noires qui parfois sont des passages de vers de terre qui ont emmené de l'organique plus bas. Alors le problème c'est, on l'entend à la lame de mon couteau, hein, ça crisse, il y a tout de même pas mal de cailloux.
Donc les cailloux c'est bien pour se drainer quand il y a trop d'eau, mais les cailloux ça fait aussi un espace de sol qui n'est pas utilisable pour stocker des éléments utiles pour les plantes ou stocker de l'eau. Donc plus il y a de cailloux, moins j'ai de réserve en eau. Et alors tout au fond, j'avais des limons. Donc ce genre de limons, tout au fond. Ils sont quand même sableux, hein, c'est pas du leuce, hein, c'est pas les bons leus comme on connaît sur le plateau du côté de Oberhausbergen. Le leuce, en fait, c'est une proportion d'argile intéressante. C'est une très grande richesse en limon, très calcaire, très poudreux, très talqueux, très riche en minéraux, qui s'est déposé. C'est un limon plutôt fin. C'est un limon fin, ouais. Qui s'est déposé en succession sur plusieurs mètres, mais qui apporte une grande richesse minérale. Alors après, si on a su entretenir l'organique sur la surface, on peut avoir des sols qui sont très riches en minéraux et en eau, et où on peut cultiver un peu de tout, quoi. Parce que donc, quand on cultive ça, on obtient un limon argileux ou un limon calcaire en surface, puis on est sur du leuce en dessous. C'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'il y a du charbon. Oui, après, il y a des morceaux de cailloux, enfin de débris, on dirait du charbon. Après, ça peut être aussi du manganèse, un peu les deux. Si ça fait comme ça, c'est du charbon. Enfin, c'est sûr que c'est du charbon ou que ça fasse. Ouais, quand ça part en poudre comme ça, c'est souvent du charbon. Le manganèse, ça a un goût différent? C'est une petite poudre, mais ça. Si tu le prends en bouche, tu le repéreras ou pas? Ah, ça ça fait une poudre beaucoup plus fine, le manganèse. Après, il faudra avoir de quoi tester le manganèse pour en être certain. Ah bon, donc il y a plus de contraintes ici avec les cailloux, et puis le limon est un peu plus riche en cailloux, quoi. Donc de toute façon, le sol, modifier le sol dans sa texture, hein, donc dans sa proportion de limon, sable, argile, c'est quasiment pas possible. Alors il y a certains secteurs où on a fait du marnage, donc on a rapporté des quantités importantes d'argile calcaire, des marnes, et donc on a modifié la constitution du sol en rapportant beaucoup de ces marnes. Donc ça a rapporté beaucoup de calcaire au sol et ça a augmenté le taux d'argile dans le sol. Et on l'a fait sur un gros volume de sol du style 30 cm. Mais ça s'est pratiqué les marnages au 19e siècle, au 18e siècle. Ça se pratique plus parce que c'est beaucoup trop onéreux en termes de transport de marne, qui est lourd et sur de grandes quantités et des grandes distances. Donc modifier la texture du sol, finalement, on n'a quasiment pas la possibilité de le faire. Donc ce qu'on peut modifier, c'est l'état organique du sol, l'enrichir en matière organique et modifier ou corriger l'état calcique, calcaire du sol, et puis essayer de booster le biologique pour que ça fonctionne mieux. Alors il y a certains laboratoires qui permettent d'analyser les matières organiques dans le détail, au lieu d'avoir le taux de matière organique totale, pouvoir dire quelle est la part de matière organique qui est fortement réactive, puis celle qui est moyennement réactive, celle qui va donner de l'humus, et puis celle qui donne une matière organique pas intéressante pour le sol agricole. Mais on en est qu'au début de tout ça parce que ça ne fait pas partie des grands standards. Ça commence à être étudié et standardisé, mais dans le développement agricole, ça ne fait pas encore partie des choses communément utilisées. Après, ça a tout de même son importance parce que si on n'a pas assez de matière organique fermentescible, on peut se dire on va essayer de faire plein d'engrais verts, rapporter du fumier composté jeune pour pouvoir apporter des matières facilement digérables par les microbes à court terme. Et puis dans d'autres situations, on dira on a largement assez de matière organique fermentescible, mais on n'a pas assez d'humus. Donc on va booster le cycle de l'humus et la matière organique pour le cycle des 20 ou 30 ans et on rapportera des composts matures, enfin des choses plus évoluées. On pourra choisir le type de matière organique qu'on veut rapporter en fonction de la catégorie fermentescible, très fermentescible, moyennement fermentescible ou humus ou tourbe qu'on a dans le sol.
Mais ça fait partie des choses qui sont assez peu développées actuellement. Et qu'est-ce que vous pensez du BRF pour booster l'activité? Alors le BRF normalement c'est du bois raméal, donc de la pousse de l'année. Donc un bois qui est riche en éléments minéraux, beaucoup plus riche, et pas uniquement du bois, du carbone et des choses difficiles à digérer par le sol. Après le problème c'est pour pouvoir que ça soit digéré par le sol, par les champignons ou par les micro-organismes, il faut une certaine surface de contact. Donc il faut que ce soit en fragments suffisamment fins, qu'il y ait cette surface de contact. Après, en général, dans le BRF, ils disent quelques centimètres de taille, voire jusqu'à 5 cm, 5-7 cm. Après, quand on a des morceaux qui sont trop gros, il n'y a pas beaucoup de surface de contact pour faire évoluer tout ça. Et puis après, le BRF, ça pose la question, est-ce que c'est un paillage ou est-ce qu'à un moment donné, ça va être mélangé au sol? Avec le problème que quand on a des grosses quantités de carbone qui se mélangent au sol, on crée des fins d'azote. Après, il faut être prêt à gérer la fin d'azote ou à corriger cette fin d'azote par un apport d'azote organique ou d'azote d'une source d'azote qui permet de compenser ces grosses quantités de carbone qui sont amenées à décomposer. Parce que tout paillage en fait est destiné au final à être intégré à la terre. Alors le paillage, tant qu'il reste en surface, il n'est pas mélangé au sol, donc les microbes ne peuvent pas l'attaquer. Mais les vers de terre qui vont tirer dans ce paillage vont emmener une partie de matière organique de surface dans le sol. Et puis bien un moment donné où à force d'être là, à force de passer, de piétiner, etc., il va y avoir un contact avec le sol et ça va quand même être dégradé, quoi. Le problème c'est le volume qu'on va incorporer au sol et la fin d'azote que ça va éventuellement générer à court terme. Après le BRF c'est une technique à suivre. Moi j'ai quelques expériences d'agriculteurs qui en ont fait et qui ont un peu souffert des fins d'azote, donc qui ont fait un peu marche arrière. Bon, après ils ont fait ça sur des surfaces importantes, enfin sur des grandes cultures, et ils en ont apporté des grandes quantités, du style 100 m3 à l'hectare, donc 10 cm de BRF, même corrigé avec de 40 ou 50 m3 de lisier, pendant 2 ans c'était fin d'azote sur le maïs, sur les cultures de printemps. Après, le BRF, ça dépend aussi de la source de bois, comme BRF. Ça, c'était avec un compost qui venait de Saverne. Quelles étaient les essences utilisées, quel était l'âge du bois, quelle était la taille de coupe, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent, qui fait que il y avait peut-être certains critères à corriger pour que ça se passe mieux. Et puis, est-ce qu'il fallait en mettre 100 m3 ou 50 m3, ça aurait suffi? Voilà, une question quand même. Donc, j'ai pas d'avis tranché sur le BRF. Normalement c'est fait pour relancer aussi les champignons dans la dégradation des matières organiques sur les premiers centimètres du sol. Donc après ça veut dire si on veut que les champignons se développent, il ne faut plus trop travailler le sol le moins possible. Parce que les champignons n'aiment pas le labour, n'aiment pas d'être dérangés. Les champignons poussant nettement moins vite que les bactéries. Ça pousse 20 fois moins vite que les bactéries. Il faut un temps frais et humide, donc surtout à l'automne que ça pousse. C'est plus particulier. J'ai préparé un petit goûter. Super. Donc le sol ça peut être compliqué, mais après une fois qu'on a bien compris les principaux grands principes, on connaît les lignes directrices. En règle générale, les racines elles descendent jusqu'à combien? Ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui descendent rarement en dessous de 30 à 40 cm. La facélie ça fait des racines jusqu'à 40, 45 cm pas plus. Puis il y a d'autres espèces, un blé ça peut descendre à 2,50 m. Après il faut que ça ait eu le temps de pousser parce que faire des racines ça demande du temps. Donc souvent des plantes d'hiver qui sont implantées à l'automne, qui ont tout l'hiver pour pousser, ils ont tout le printemps et là ils ont le temps de faire de la racine. Et les plantes pour pouvoir faire de la racine et de la masse racinaire, il faut aussi de la grande durée du jour. C'est aussi pour ça qu'on explique aux agriculteurs quand vous mettez des légumineuses dans vos plantes à culture intermédiaire après la moisson, au lieu de faire une moutarde en culture intermédiaire, faites un mélange avoine, vesse ou graminées légumineuses.
mais implanter ça suffisamment tôt pour qu'il y ait suffisamment de lumière. Parce que les légumineuses sont des plantes de lumière, donc s'il n'y a pas une durée du jour grande, et s'il n'y a pas un rayonnement suffisamment important, eh ben, un trèfle qui va lever en septembre, il va avoir une durée du jour limitée, il va avoir un rayonnement limité, donc il va faire peu de racines. Donc si on veut des racines, sitôt la céréale moissonnée, il faudrait pouvoir semer tout de suite quelque chose qui lève, qui puisse pousser en août, au mois d'août. Après, ça pose certaines contraintes d'humidité et de levée, parce que l'été, quand on moissonne, il fait chaud, ça évapore rapidement. Donc dans l'optimum, il faudrait pouvoir récolter et semer dans la même journée. Pour l'humidité résiduelle qui est sous le couvert du blé, on le plaque au sol et on en bénéficie pour le faire lever la légumineuse ou le couvert interculture qui va venir. Parce qu'à part les orages d'été, on n'a pas de source d'eau pour faire lever les couverts en plein été. Puis on ne va pas irriguer spécialement un engrais vert. C'est tout coûteux. Mais si on veut de la masse racinaire, il faut de la lumière et ça fait plus de masse racinaire durant l'été que durant l'automne.